Voici la France, deuxième économie d'Europe et un centre régional de finance et d'industrie à forte valeur ajoutée, comme le tourisme haut de gamme, la mode, l'énergie nucléaire et l'éducation. La France abrite 31 des 500 plus grandes entreprises du monde, et elles opèrent toutes dans le monde entier pour apporter des revenus étrangers au pays. La France a beaucoup d'atouts, et c'est pourquoi elle est l'une des plus anciennes économies avancées du monde, ayant été l'un des premiers pays à lancer la révolution industrielle. Pourtant, en ce moment, les rues de la ville débordent d'ordures non ramassées, sont bordées de policiers et entourées de magasins barricadés qui ont dû fermer. Les problèmes ont commencé en janvier, lors de manifestations contre un projet de loi qui fait passer l'âge légal de retraite de 62 à 64 ans. Les manifestations se sont finalement transformées en grève impliquant un large éventail de travailleurs, notamment des opérateurs de réseaux énergétiques, des enseignants, des conducteurs de transport public, des dockers et des éboueurs. La grève a entraîné le ralentissement de l'économie française et de bon nombre de ses industries essentielles. Même celles qui n'emploient pas directement les personnes qui manifestent ne peuvent fonctionner sans ces fonctions publiques. Un touriste ne voudra pas visiter Paris s'il était au courant des manifestations violentes avec gaz lacrymogène et de la fermeture de toutes les attractions qu'il voulait voir. Ces manifestations, que l'on soit pour ou contre, ne sont finalement que le résultat d'un débat intéressant sur un problème économique auquel tous les pays devront trouver une réponse dans les prochaines décennies. Malheureusement pour la France, ce débat est mené avec beaucoup de ferveur à un moment où l'économie ne peut pas se le permettre. La dette nationale approche les 100% du PIB, ce qui, même si c'est commun pour des économies avancées comme la France, constitue néanmoins une charge majeure pour leur économie à mesure que les taux d'intérêt augmentent, surtout si leurs sources historiques d'approvisionnement en devises sont perturbées. Quels sont donc les arguments économiques pour et contre ces manifestations? Quelles leçons peut-on tirer des problèmes de la France pour nos propres économies? Enfin, cette situation risque-t-elle de déclencher une nouvelle crise de la zone euro? Une fois que nous aurons fait tout cela, nous pourrons placer la France sur le classement de l'économie expliquée. Au fond, ces manifestations portent sur différentes solutions aux problèmes économiques de la productivité des travailleurs. Pour qu'une économie fonctionne, elle a besoin de facteurs de production, la terre, le capital et la main-d'œuvre. Il est possible qu'à l'avenir, les progrès de l'automatisation et de l'intelligence artificielle remplacent complètement le rôle des personnes dans tous les secteurs de l'économie. Il est peu probable que cela se produise aussi rapidement que la plupart des gens le pensent. Les robots et l'IA tels que ChatGPT font partie de ce que les économistes appellent le capital, donc tout ce qui aide les gens à produire plus. Les outils d'un travailleur sont toujours du capital. Un port est un capital. Certains économistes définissent même les logements comme du capital, car ils permettent aux travailleurs de se reposer et de se préparer à produire davantage. Pour l'instant, l'IA ne peut accomplir qu'une petite partie de ce qui doit être fait dans une économie prospère. L'IA est capable de concevoir une belle maison, mais elle a toujours besoin des humains pour faire tout le reste, y compris la vérification de son travail, la construction effective de la maison et l'instruction donnée à l'IA de concevoir la maison sur la base d'un ensemble d'instructions fournies par un humain en premier lieu. Un jour, tout cela se fera peut-être automatiquement, mais d'ici là, l'IA n'est qu'un outil qui exploite le travail des humains pour produire davantage. Elle n'est pas différente d'un marteau ou de tout autre capital. La France a eu du mal à adopter certaines infrastructures dans ses industries hautement techniques, et s'est plus appuyée sur la main-d'œuvre que sur le capital, comparé à d'autres économies de la région, en particulier l'Allemagne. Et c'est un problème pour la France, car sa population vieillit et passe plus de temps à la retraite, ce qui pèse sur les jeunes travailleurs. Cela se traduit soit directement par des impôts plus élevés, qui sont payés par ceux qui travaillent pour fournir des services publics aux seniors, soit indirectement par des membres non productifs de la société qui consomment toujours les ressources de l'économie, mais ne fournissent rien en retour. À mesure que les gens vivent plus longtemps, ils passeront en moyenne une plus grande partie de leur vie à être des charges économiques que des fournisseurs. Je sais que c'est terrible de qualifier l'existence de quelqu'un de fardeau, mais parfois les économistes peuvent être sans cœur dans le but de simplifier des concepts. Nous avons exploré des problèmes similaires au cours des derniers mois avec nos vidéos sur la Corée du Sud et l'impact économique de la fuite des cerveaux. Mais la France est un peu différente parce qu'elle a un taux de natalité très sain, de 1,81 enfants par femme en moyenne, ce qui signifie qu'elle maintient presque sa population même avant l'immigration, qui est également très importante. À titre de comparaison, la Corée du Sud n'a qu'un taux de natalité de 0,84 enfants par femme en moyenne, et le nombre de jeunes immigrés qui viennent remplacer les personnes trop âgées pour travailler y est beaucoup plus faible. La Corée du Sud et beaucoup d'autres pays, même en Europe, ont moins de jeunes qui entrent sur le marché du travail pour remplacer les personnes âgées. Le problème du vieillissement de la population est donc plus grave là-bas qu'en France, du moins sur le plan macroéconomique. Mais malgré la position relativement confortable dans laquelle il se trouve, le gouvernement français a pris des mesures d'urgence pour faire passer des réformes sur
sur les retraites qui sont manifestement très contestés par l'opinion publique. Nous avons eu la chance de consulter Thomas Michalski, professeur d'économie à HEC Paris, qui nous a offert non seulement un aperçu de l'économie française, mais aussi l'expérience d'un professionnel français vivant et travaillant à Paris. Il n'y a pas de sentiment d'urgence pour cette réforme, même au sein du gouvernement, qui veut faire avancer les choses. Tout le monde sait que le système sera plus ou moins équilibré pendant quelques années encore. En fin de compte, nous devrons avoir une augmentation de l'âge de la retraite et quelques ajustements majeurs. Mais ce n'est pas forcément pour maintenant. Les manifestants et les syndicats qui protestent le savent. Si nous ne faisons pas la réforme aujourd'hui, nous ne serons pas au bord du gouffre. Ce n'est pas comme si nous étions obligés de faire un changement drastique des retraites maintenant, ou même dans 5 ans. Et c'est aussi ce qui explique l'intensité des manifestations, parce qu'ils savent que ce n'est pas vraiment une nécessité. Si nous ne faisons pas la réforme aujourd'hui, certains commentateurs politiques suggèrent même que cela pourrait coûter la réélection du gouvernement français, ce qui indique que ce n'est pas une décision qu'il aurait prise à la légère. Alors pourquoi est-ce si important pour la France ? D'abord, le contrôle de la population active est une question importante pour tous les pays, en particulier pour les économies avancées à faible taux de natalité. Ce n'est pas seulement le moment où les gens quittent le marché du travail qui devient un problème. De plus en plus de personnes entrent sur le marché du travail plus tard dans leur vie parce qu'elles passent plus de temps à l'école et à l'université avant d'obtenir leur premier emploi à temps plein. Un niveau d'éducation élevé rend normalement les travailleurs plus productifs, car leur éducation devrait leur permettre d'investir plus de connaissances pour produire plus de valeur pour une heure de travail donnée. Et si quelqu'un va à l'université pour devenir ingénieur, il pourrait concevoir une machine automatisée de chargement et de déchargement de navires qui produirait globalement plus de valeur économique qu'un docker. Bien sûr, il s'agit d'un exemple très simplifié, mais il illustre une règle fondamentale, à savoir que pour parvenir à une croissance économique à long terme, une nation a besoin de plus de terres, de plus de capital ou de plus de main-d'œuvre. De nos jours, toutes les terres de la planète sont pratiquement occupées, et comme le découvre actuellement la Russie, il est économiquement difficile de prendre de nouveaux territoires par la force. Les options de croissance économique se limitent donc à l'amélioration de la main-d'œuvre et du capital. Disposer de plus de capital signifie soit investir dans davantage de machines, d'outils et de technologies, soit développer de meilleurs produits. Améliorer la main-d'œuvre signifie faire travailler davantage de personnes, les faire travailler plus dur ou les faire travailler plus longtemps. Cela signifie que le développement de la technologie est la meilleure solution à long terme pour améliorer les conditions de vie, car cela ne sert à rien d'assurer une croissance économique et une prospérité et d'avoir un excellent PIB si c'est pour que les travailleurs se tuent à la tâche. Encore une fois, sur le plan macroéconomique, la situation de la France reste très bonne. Étonnamment, le pays affiche un taux de participation à la population active plus élevé que celui des États-Unis. 73% des résidents français âgés de 15 à 65 ans travaillent, contre seulement 63% des résidents américains. La France, en dépit de sa réputation de travailleur paresseux, a l'un des taux d'activité les plus élevés des économies avancées du monde. Si tous les indicateurs macroéconomiques sont si bons pour la France, pourquoi est-elle le premier pays développé à réagir de manière aussi virulente à des problèmes que connaissent aussi d'autres pays ? C'est la force de sa main-d'œuvre qui est à l'origine de cette situation. Les Français bénéficient d'une protection très forte des travailleurs, ce qui explique qu'ils manifestent autant sans perdre leur emploi. Un taux plus élevé de résidents français travaillent, mais ils travaillent en moyenne moins d'heures. En effet, le pays a une culture qui privilégie l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, plutôt que faire travailler les gens le plus possible pour maximiser la production économique. Mais cette protection des travailleurs s'étend aussi aux avantages à long terme, tels que les pensions, qui financent la retraite de la plupart des travailleurs français. Ces avantages, combinés à la flexibilité du travail en France, expliquent pourquoi un pourcentage aussi élevé du pays participe activement au marché du travail. Cela explique aussi pourquoi le financement des retraites va poser un tel problème. En effet, un très grand nombre de personnes y ont droit, et elles sont très généreuses par rapport à la plupart des autres économies. Le système de retraite français repose sur 3 piliers. Le régime social non contributif est une petite somme versée aux résidents français âgés de plus de 65 ans qui n'ont pas suffisamment de biens ou de revenus pour subvenir à leurs besoins. Le montant de ce type de pension est inférieur à 1 000 € par mois et il est financé par le gouvernement français. Le deuxième pilier est un dispositif volontaire où les personnes peuvent épargner leur propre argent sur des comptes exonérés d'impôts en vue de leur retraite, comme les plans 401K dans d'autres pays. Le troisième pilier est celui qui est à l'origine de ces manifestations, le régime de retraite obligatoire, pour lequel les employeurs et les employés sont obligés de cotiser sur les salaires. L'argent de ce régime est reversé aux travailleurs lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite.
L'objectif est de donner aux travailleurs entre 70 et 80% du revenu qu'ils percevaient au cours de leurs 25 années de travail les plus rémunératrices. En repoussant l'âge auquel les personnes peuvent prétendre à ces pensions, on leur permet non seulement de continuer à contribuer à l'économie et cotiser pendant plus longtemps, mais on réduit également la durée pendant laquelle une personne moyenne recevra ses pensions, ce qui contribue à rendre le système plus viable à long terme. Cette mesure est logique d'un point de vue économique, mais il est facile de comprendre pourquoi les gens sont en colère. Il s'agit de sommes qui ont été payées par les travailleurs directement via leurs cotisations pendant toute leur vie. Aujourd'hui, le gouvernement modifie les règles régissant l'accès à cet argent. Si les gens sont si mécontents, quelles sont les alternatives ? Si moins de personnes contribuent à une économie et plus de personnes sont un fardeau pour cette économie, il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Le changement de l'âge de la retraite est une solution, bien qu'elle soit très peu populaire. Une autre solution consiste à réduire le montant des pensions versées, mais cette solution risque également de faire polémique. Le gouvernement pourrait inciter davantage de personnes à recourir à des plans de retraite volontaires. Mais pour beaucoup de personnes déjà âgées, il est trop tard pour commencer maintenant, alors qu'elles s'attendent à recevoir une pension toute leur vie. La dernière option consiste à augmenter les cotisations payées par les travailleurs et les entreprises afin que le système reçoive plus d'argent pour couvrir un nombre croissant de personnes qui en dépendront à la retraite. C'est ce que la plupart des syndicats ont demandé. Mais il y a toujours une contrepartie économique. En France, le taux d'activité est très élevé, mais le chômage l'est tout autant. Cela s'explique par le fait qu'une fois que les gens ont trouvé un emploi, il est très difficile de s'en débarrasser en raison de toutes les protections dont bénéficient les travailleurs. C'est une bonne chose pour les personnes qui ont déjà un emploi, mais cela peut rendre la recherche d'un emploi beaucoup plus difficile, car les entreprises font très attention aux personnes qu'elles embauchent, car elles savent qu'il est très difficile de se débarrasser d'un mauvais employé. Et comme la France est membre de l'Union européenne, beaucoup d'entreprises européennes ont la possibilité d'embaucher un Français facilement. La France est donc confrontée à un problème de fuite des cerveaux parmi ses travailleurs les plus productifs qui ne bénéficient pas vraiment des protections des travailleurs, mais sont pénalisés par les rigidités du marché du travail et les impôts élevés nécessaires pour maintenir les protections accordées aux travailleurs français moyens. Un travailleur français occupant un poste très demandé peut normalement gagner beaucoup plus en s'installant dans un pays voisin de l'UE. Ce qui non seulement prive la France de ses impôts pour financer les régimes de retraite, mais prive également le pays de sa productivité économique. Il s'agit d'un problème difficile, et il n'existe pas de solution qui puisse satisfaire tout le monde. L'étude de l'économie elle-même ne fait qu'essayer de répondre au problème économique central, à savoir que les gens ont des désirs illimités, mais des ressources limitées pour les satisfaire. Les gens aimeraient passer le plus de temps possible à percevoir une pension, mais quelque part dans le système économique, quelqu'un doit fournir les ressources nécessaires pour que cela soit possible. La question de savoir qui paie et qui reçoit fera toujours l'objet d'un débat. Les Français ont la chance de pouvoir participer à ce débat de manière aussi ouverte. Malheureusement, cela se produit également à un moment où la France peut moins se le permettre. Le poids de la dette française devient un problème. Historiquement, elle a été en mesure de gérer une dette élevée grâce aux revenus étrangers qu'elle reçoit de toutes ces sociétés multinationales et des millions de touristes qu'elle accueille chaque année. Aujourd'hui, ces industries sont en difficulté car les exportations françaises ont tendance à être des produits de luxe qui sont plus chers que des produits similaires fabriqués dans d'autres pays. En période de prospérité économique, c'est une bonne chose, car le pays peut ajouter une valeur économique significative à ses biens et services simplement en imposant un label « fabriqué en France » sur ses produits. Mais avec toutes les incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale, les consommateurs dépensent moins pour des produits de luxe, et les entreprises investissent moins dans les équipements de haute technologie que la France produit également. Beaucoup de personnes qui prévoient leurs vacances choisissent de ne pas visiter la France parce qu'elles sont bombardées d'images d'ordures s'entassant dans les rues, ce qui n'est pas vraiment ce que les gens veulent voir lorsqu'ils visitent la ville de l'amour. Malgré ces défis, la plupart des économistes ne sont pas particulièrement inquiets des retombées de ces manifestations, mais plutôt des problèmes économiques qu'elles représentent. Même la fermeture la plus spectaculaire de l'économie française, en 1995, quand vous avez eu 3 semaines de blocage total et la fermeture totale du pays, a coûté l'économie 0,2% du PIB. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les manifestations d'aujourd'hui ont un ordre de grandeur inférieur à cela. Leur impact est négligeable, sauf pour ceux qui sont directement touchés, comme les commerçants, les restaurants, et là où on reste très localisé.
La fuite des cerveaux des jeunes travailleurs et la lutte du pays pour mettre en œuvre correctement la technologie seront un problème bien plus important pour l'économie française que des manifestations prolongées. Personne ne peut prédire l'avenir, et encore moins les économistes. Mais il y a une baisse des revenus étrangers combinée à l'augmentation des remboursements d'une dette qui approche les 100% du PIB du pays. Nombreux sont ceux qui craignent que la deuxième économie d'Europe ne déclenche une nouvelle crise de la dette. Bon, il est temps de mettre la France sur le classement de l'économie expliquée. En commençant par la taille. La France est la 7e économie mondiale, juste derrière l'Inde, qui a une population plus de 20 fois supérieure. La France a un PIB de 2,9 billions de dollars. Elle obtient un 9 sur 10. Ce chiffre est réparti sur une population de seulement 67 millions d'habitants, ce qui signifie qu'en dépit de tous ses défis et de sa réputation de travailleur paresseux, elle a toujours l'une des populations les plus productives du monde. Son PIB par habitant s'élève à 43 659 dollars en 2021. Il est légèrement inférieur à celui de ses pairs européens, l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais la France reste un pays à revenus élevés. Elle obtient donc un 8 sur 10. La stabilité et la confiance sont fortes. La France est une démocratie importante, ancienne et respectée, dotée d'un système juridique solide et de marchés bien réglementés. Le fait que ses habitants soient si prompts à protester contre des changements que beaucoup d'autres pays ignoreraient est un excellent exemple d'une démocratie qui fonctionne bien. Et si des questions de ce type peuvent poser des problèmes économiques à court terme, elles donnent presque toujours de meilleurs résultats économiques à long terme. La France obtient un 8 sur 10. Malheureusement, sa croissance économique a stagné au cours de la dernière décennie. La crise de la zone euro, les retombées du Brexit, qui a également affecté la France en tant que partenaire commercial et réseau de transport majeur, ainsi que le Covid, ont tous exercé une pression à la baisse sur la croissance économique de la France. Comme elle n'a pas vraiment progressé, elle obtient un 2 sur 10. Il aurait fallu qu'elle régresse pour obtenir une note inférieure. Enfin, en ce qui concerne l'industrie, la France est une nation étonnamment industrielle. Elle construit tout, depuis les avions et les voitures jusqu'aux articles de mode de luxe fabriqués à la main. Elle est également un centre de service majeur, une destination touristique et un centre pour l'innovation. Elle est leader mondial dans tous les domaines, de l'énergie nucléaire aux produits pharmaceutiques, en passant par les crèmes anti-âge. La France obtient un 8 sur 10, ce qui lui donne une note moyenne de 7,2 sur 10 et la place ici dans le classement de l'économie expliquée. Merci d'avoir regardé. Ciao.